Moi, c'est Ravi. Je suis une experte en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est venu pour parler de persévérance. Est-ce que vous avez une définition de persévérance? La persévérance, c'est que même si tu fais des erreurs, tu vas toujours continuer. Même si tu réussis pas à faire la chose que tu voulais, tu vas continuer jusqu'à temps que tu réussisses. Si on pense à des moments où est-ce que vous avez vécu des obstacles, qu'est-ce qui vous a aidé à mieux vous sentir? Je me détends mon esprit et j'essaie de réfléchir comment je pourrais m'améliorer. On veut juste faire une autre activité et revenir plus tard. J'ai passé des gars qui là, j'ai été capable finalement de le faire. C'est un excellent point que vous avez mentionné, aller chercher de l'aide. Si on pense par exemple à un mot qui nous aide à avancer, Fais-le, sinon tu vas jamais être capable. T'es capable, je compte sur toi. Continue. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Continue, tu t'améliores à chaque fois. La journée de la persévérance scolaire! Wow, bienvenue à cette conférence Web École. On est diffusé partout en Montérégie. Vous êtes des centaines de classes, ça veut dire près de 10 000 étudiants, étudiantes, élèves qui sont à l'écoute en ce moment. Merci aux enseignants, aux intervenants qui ont rendu possible ce moment dans vos classes. Cette année, les journées de la persévérance scolaire se passent sous le thème de la santé mentale, du bien-être, parce que persévérer, oui, ça veut dire continuer malgré les difficultés et ça veut aussi dire apprendre à se connaître, à s'écouter et à demander de l'aide. Alors, pour en parler, je vous présente une femme au parcours inspirant. Elle est extraordinaire, elle est mathématicienne, elle se spécialise en intelligence artificielle, elle est fondatrice de l'organisme Héros de chez nous et autrice du livre Coder son destin. C'est la porte-parole des journées de la persévérance scolaire en Montérégie. On l'accueille chaleureusement, Ravi Port. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en virtuel, très content d'être avec vous aujourd'hui. Tu as le droit à un tonnerre d'applaudissements, Ravi, merci. Ça a été aussi sec que ça a commencé. Merci Ravi d'être là, c'est vraiment... ton implication auprès des journées de la persévérance scolaire, c'est vraiment apprécié. Dis-moi, pourquoi as-tu accepté d'être ambassadrice cette année de la persévérance en Montérégie? Merci pour ta question, Frédéric. Je vous avouerai que mon histoire, elle a commencé en Montérégie. C'est-à-dire que au début, je parlais pas la langue et j'habitais à Québec. Donc, mes parents sont arrivés comme réfugiés du génocide. Et puis ensuite, on a déménagé à Longueuil. Donc, la première fois que j'ai été à l'école, c'était à l'école Tournesol. Et puis là a commencé mon histoire et j'ai bien hâte de vous en parler au cours de cette rencontre. On va en parler sous l'angle de 4 thématiques aujourd'hui ensemble, Ravi. Alors, 4 blocs. Le premier, se connaître pour avancer. Le deuxième, échouer, c'est apprendre. Le troisième, c'est le pouvoir du réseau, demander de l'aide. On l'a entendu aussi dans ta petite capsule qui a débuté la conférence. Le droit de rêver, on va terminer avec ce bloc-là. Et à chacune des séquences, à chacun des blocs, des contenus, on va entendre un vox pop de la part d'étudiants qu'on est allé voir. On est allé faire des enregistrements à l'école Domaine Vert de Saint-Hyacinthe et à l'école secondaire Fadette de Saint-Hyacinthe également. Alors, j'en profite pour remercier les élèves qui ont participé à ces tournages. Alors, on va entendre leurs témoignages, leur point de vue sur ces thématiques-là. Et puis, ils vont poser également des questions auxquelles toi, tu vas répondre. Tu vas nous donner des exemples concrets, des trucs que tu as, toi, pour persévérer, puis au niveau de la santé mentale également. Alors, on fait ça ensemble? C'est bon? On y va? Avec grand plaisir. OK, go, c'est parti. Alors, la première thématique, se connaître pour avancer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des jeunes, comment tu fais, toi, pour savoir que quand ça va plus, quand, t'es à bout, là, t'as plus de moyens, t'as plus de ressources, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, on les écoute, puis on revient avec toi, Ravi. Je me sens triste, en colère contre moi-même, dans le moment où je ne réussis pas, parce que la seule chose que je ressens, c'est l'envie de réussir. Quand je réussis pas, c'est sûr que je me sens beaucoup démotivé, puis j'ai du mal par la suite à me remotiver pour reprendre contrôle sur mes études. Je dirais qu'on est vraiment triste. Des fois, on est aussi un peu déprimé.
On n'a plus le goût de rien faire. On a aussi beaucoup de peine. Et souvent, on peut se sentir stressé, on peut se faire des scénarios catastrophes dans sa tête, puis on peut être en colère aussi parfois. Quand on réussit pas, on se sent un peu découragé, puis on a envie d'abandonner, mais il faut continuer à persévérer et avancer. Soit qu'on apprend dans la vie, soit qu'on apprend de nos erreurs. Fait que pour moi, comme dans le sport, c'est pas une défaite. Échouer, c'est apprendre. Selon moi, échouer fait partie des apprentissages parce que, logiquement, quand je fais une erreur, cela me permet de développer ma confiance en moi et ma patience. Selon moi, un échec ne me définit pas, c'est seulement un moment dans mon parcours scolaire. La situation que j'ai eu le plus de misère, c'était quand j'ai fait primaire en spectacle. En première année, j'avais fait ma première présentation orale. Quand j'étais en troisième année, j'avais beaucoup de la misère avec les maths. Puis j'avais un examen que je comprenais pas. J'avais beau passer à la prochaine question, comme ça mon cerveau il voulait pas. Puis ce que j'ai fait, j'ai mis mon examen de côté, j'ai pris le temps de réaliser mes émotions. Puis j'ai repris l'examen, puis peut-être que j'ai pas eu la meilleure des notes, mais au moins j'ai continué. À mon arrivée au Canada, j'avais beaucoup de difficultés, notamment à cause de la langue. L'année passée, j'étais très fier de moi quand j'ai fini mon secondaire 3. Salut Ravi, je m'appelle Christina. Comment tu fais pour savoir que ça va pas, genre quand t'es à bout? Merci pour ta question, Christina. Puis je me permets aussi de partager d'où est-ce que je viens. La raison pourquoi je tiens à le partager, c'est pour savoir que ça va pas, comment est-ce que je fonctionne. Donc, moi, je suis cambodgienne et puis c'est ça, mes parents sont arrivés comme réfugiés du génocide du Cambodge, où est-ce qu'ils ont dû marcher un pays à pied du Cambodge jusqu'en Thaïlande, où est-ce que ça l'a pris presque un an, puis ils sont restés coincés dans des camps de réfugiés. Donc, on peut le voir à la page 2 aussi, à quoi ça ressemble le Cambodge lorsque ça va bien. Et puis, à la page 3, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est mes parents qui étaient auparavant coincés dans les camps de réfugiés. Donc, ça, c'était leur photo. Puis, ce que vous voyez en arrière, c'est un tas de squelettes aussi. Donc, c'était des moments qui ont été très difficiles. Ils sont restés 3 ans dans les camps de réfugiés. Et puis, on est arrivé ici au Québec. Et puis, moi, je suis née plus tard, mais ce que ça m'a permis aussi de comprendre, c'est d'où est-ce que je viens. Et d'où est-ce que je viens? J'ai habité dans des HLM, j'ai habité dans des blocs à Longueuil, j'ai habité dans des édifices à faible revenu. Et puis, je vous partage une photo de moi lorsque j'étais à Longueuil. Et je vous avouerai que sur cette photo-là, à la page 5, en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas la langue. Mais ce que je découvrais, c'était un nouvel univers. Donc, c'était pas juste un univers qui était en cambodgien parce que j'avais jamais été à la prématernelle, j'ai jamais été à la garderie. Et donc, je faisais tout en imitant les autres personnes. Donc, pour moi, lorsque je me sens pas bien et que je veux réussir aussi, ben, la réussite, les objectifs, ça a été une succession d'échecs. J'ai pas, j'étais pas douée non plus à me faire des amis parce que je parlais pas la langue. Et alors, comment est-ce que je faisais pour faire en sorte d'avancer vers les gens? J'imitais. Jusqu'au point où qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je copiais, vu qu'on a commencé à avoir des examens. Et à 7 ans, copier, ben, ça paraît. Et donc, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi, autre que ma famille, mes parents, c'est mes enseignants. Si mon enseignant avait pas identifié que j'avais des enjeux d'apprentissage et ensuite j'ai été voir l'orthopédagogue, je comprenais pas la langue et j'ai appris à apprendre le français, non seulement à l'école, ensuite je continuais bien sûr à la maison, mais ça m'a permis de découvrir aussi un monde qui était beaucoup plus grand. Donc, je vous avouerai que ça, c'est mon histoire. Et puis, lorsque j'étais à Longueuil en tant que telle, à Tournesol, ben, le corps professoral, les enseignants, les orthopédagogues m'ont vraiment aidé. Puis pour moi, c'était un retour aux sources aujourd'hui avec les journées de la persévérance scolaire. Donc, il y a les gens qui t'entourent, qui peuvent aider. Il y a toutes sortes de ressources. Euh, est-ce que tu as un truc, tu sais, il arrive des moments où dans une journée ou dans une période dans l'année, on se sent plus vulnérable, on dit la pression monte, on ne sait pas, il y a de l'anxiété, on ne sait pas comment gérer. Aurais-tu un outil concret à proposer aux élèves qui nous écoutent, Ravi? Oui, puis pour revenir à la question de Christina, c'est aussi, je le sens physiquement.
Donc, je vais le sentir physiquement. Des fois, je m'en rends pas compte parce que je suis tellement en action, je fais d'autres choses et je vais sentir que je manque d'énergie, je suis anxieuse, grincheuse, je peux être impatiente envers moi-même, envers les autres personnes et puis je peux même en verser des larmes. Puis je crois que ça arrive à tout le monde. Donc, pour faire en sorte de comprendre comment est-ce que je me sens, pour moi, j'ai fait une échelle vraiment de 1 à 10. Puis je le mets en 2 niveaux, c'est-à-dire comment je me sens physiquement. Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je suis reposée? Donc aujourd'hui, je vous avoue que mon énergie est à 9 sur 10. Puis ensuite, mentalement, comment je me sens? Est-ce que j'ai vécu une journée qui était difficile? Je me sentais bien, mais il s'est passé quelque chose? Est-ce que je me sens à 4? Est-ce que je me sens à 5? Mais c'est aussi de comprendre hier comment je me sentais et demain comment je vais me sentir. Est-ce que ça a évolué? Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que lorsque mes amis me disent qu'ils vont bien, par exemple, mais bien, c'est quoi? Est-ce que bien, c'est 6 ou est-ce que bien, c'est 9? Donc, pour moi, ça me donne une échelle pour vraiment mieux comprendre comment j'évolue, dans comment je me sens, mais aussi de comprendre mes amis également. C'est un super bon truc. J'espère que ça vous parle dans les classes. Alors, en ce moment, la question, c'est vous êtes à combien dans les classes? Mais là, on entend tout le monde. Ah, moi, je suis à 5. Moi. OK, revenez avec nous, là. À 9. Et toi, Ben, Frédéric, à combien? moi, je suis à 10,5. Là. Moi, je suis vraiment. Ça va super bien. Mais c'est peut-être un truc à partager aussi avec ses amis, tu sais, dans son entourage, à dire Hey, t'es à combien en ce moment? Est-ce que je peux t'aider? Tu sais? Donc, si on parle le même langage, peut-être que ça peut être un truc comme ça appliqué entre amis aussi. Là. Oui, une compréhension commune, c'est super important. Donc, se connaître, c'est la base. Mais même si on est bon à apprendre à se connaître, à connaître ses limites, ses forces et tout ça, c'est normal dans la vie de vivre des échecs. On peut appeler ça des échecs ou on peut appeler ça des opportunités d'apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est le thème du deuxième bloc de la conférence d'aujourd'hui. Alors, échouer, c'est apprendre. Et on est allé demander à nos jeunes, ben, quand ils vivent des situations d'échec, quand ils ont l'impression de manquer leur coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour rebondir? Alors, on les écoute puis on revient avec toi, Ravi. Ce qui m'inspire, c'est aller dehors parce que quand je fais quelque chose puis j'arrive pas à le terminer puis que ça me fâche, aller dehors, ça m'aide vu qu'il fait frais des fois puis regarder les nuages ou juste m'étendre dans le gazon, ça fait du bien. Puis quand je rentre, je réussis à terminer qu'est-ce que j'arrivais pas à faire. À chaque fois que tu tombes, c'est mieux que tu te relèves parce que c'est facile d'abandonner, mais c'est plus dur de continuer. Je m'en vais faire du vélo, puis j'ai un chemin de fête derrière chez moi, alors je vais juste lancer des roches dans l'eau. Quand on échoue, qu'on se trompe, moi, j'utilise mon erreur pour trouver la solution et pour continuer d'avancer. On dit que les épreuves et les échecs nous rendent plus forts parce qu'ils servent à nous outiller pour de prochains événements semblables. Quand on fait un échec, ce qu'on essaie de faire, c'est que par la suite, premièrement, on se relève. Ensuite, on peut être positif, donc on se dit, on se rappelle toutes nos réussites. Et à la suite, ça va pouvoir nous donner du courage pour pouvoir continuer d'avancer. Quand j'échoue, pour me convaincre de persévérer, je me dis que je suis capable, que je vais y arriver, que c'est juste une erreur dans toutes les épreuves qui vont arriver, que la prochaine fois, ça va mieux aller. Salut Ravi, moi c'est Hilary. Juste une question pour toi. Quand on échoue ou quand on se trompe, comment on fait pour rebondir à nouveau? Merci pour ta question, Hilary. Je me permets aussi de vous partager un petit rêve que j'avais, bon, petit rêve, un rêve que j'avais depuis que j'étais petite. Vu que je vous ai partagé au début, je comprenais le cambodgien et ensuite, ben, je comprenais pas la langue. Donc, ma deuxième langue après le khmer, c'est la langue universelle des mathématiques. Donc, c'était la seule langue où est-ce que je me suis sentie inclus et après, j'ai appris le français. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que lorsqu'on pose des questions, bien sûr, ben, c'est des questions en français, même si c'est des mathématiques. Donc, pour moi, c'était vraiment important de réussir. Puis, je vais revenir à la question d'Hilary après. Donc, j'ai échoué plein de fois. Alors, échouer, c'est normal. Pour moi, c'est important de démocratiser l'échec. C'est-à-dire, tu t'attendais à quelque chose et finalement, c'est arrivé à quelque chose d'autre. Donc, si tu t'attends à 1 de manière purement mathématique, je m'attendais à 1, j'ai eu 0, ben, c'est un échec, mais c'est correct. C'est correct parce que j'apprends également. Mais c'est vrai
que ça peut faire mal. Et surtout quand c'était relié à un de mes rêves. Puis je vous partagerai qu'à la page 8, donc là, vous voyez à gauche, c'est lorsque j'ai gradué du secondaire, je me suis dit, ah ben, mon rêve, c'est de devenir mathématicienne. Donc, c'est vraiment important d'aller à l'école pour devenir mathématicienne parce que il faut passer à l'université. Mais aussi, c'est de se dire, tu sais, quand on dit dans le domaine de la santé, ben, je ne sais pas c'est quoi exactement, c'est tellement large, fait que surtout quand on est au primaire ou au secondaire. Donc, pour moi, de dire que je voulais étudier en mathématiques, c'était quoi exactement, je ne savais pas trop encore. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été à l'université, puis l'université n'a pas été simple. L'université, ben, je devais travailler en même temps parce que je viens de la diversité socio-économique, c'est-à-dire que c'était pas facile, on n'avait pas les sous, et donc je travaillais en même temps. Et puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est j'ai vécu, heu, ou peut-être je vais reculer un petit peu au secondaire, c'est là que je me suis faite ma vraie première meilleure amie et à l'université et beh, il y a eu un drame tragique, elle est décédée. Pendant qu'elle étudiait. Parce que son rêve, c'était de devenir ingénieure, puis mon rêve, c'était de devenir mathématicienne. Puis ça m'a tellement fait mal. Et après, je me suis dit, waouh, je vais à l'école, je travaille, et j'ai appris ça pendant que j'étais en train d'étudier. Donc, mes notes ont baissé, baissé et baissé. J'ai quand même passé, même si les moments étaient vraiment difficiles. J'ai passé parce que je me suis dit, je ne vais pas lâcher. C'est un rêve, je vais essayer d'aller chercher de l'aide comme je peux, mais je ne sais même pas comment aller chercher de l'aide parce que c'était mon grand premier deuil. Donc, j'ai passé mon bac en mathématiques, puis j'étais super contente, mais j'aurais aimé avoir des bonnes notes et c'était pas le cas. Puis c'est correct, j'ai fait des efforts. Donc, j'ai commencé avec des super bonnes notes et ça a vraiment chuté avec tout ce qui arrivait et tranquillement, je remontais, mais j'avais pas des super bonnes notes. Donc, lorsque j'ai fait ma demande à la maîtrise, parce que je me suis dit: «Je veux continuer dans mes études», qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'ils m'ont acceptée avec des mauvaises notes? Eh bien non. Donc, on peut le voir à la page 9, on m'a refusé. On m'a refusé, puis vous savez quoi? Je me suis dit, je vais me donner 24 heures. Puis des fois, ça peut prendre plus que 24 heures. Ça peut prendre une semaine parce que ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Un, je vivais un deuil. Mais deux, est-ce que ça va m'empêcher de réaliser mon rêve de devenir mathématicienne? Donc là, je me suis dit, OK, là, on va passer à une prochaine étape. Je vais écrire, je vais dessiner qu'est-ce que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment aller à l'université. Donc, j'ai fait d'autres choses. Je suis quand même allée à l'université pendant que je travaillais, mais j'ai décidé de faire un certificat à l'université dans un domaine qui était connexe. Mais c'était pas exactement la même chose, mais c'est correct. Et là, j'ai remonté mes notes. J'ai remonté mes notes. J'ai fini avec une mention d'excellence. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis dit, ça y est, j'ai remonté mes notes. J'ai fait une deuxième demande à l'université pour la maîtrise. Boum! Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous croyez qu'ils m'ont accepté à la maîtrise? Non. Ils m'ont refusé. Puis là, je leur ai demandé pourquoi, parce qu'à chaque fois, je voulais m'améliorer. Puis ils m'ont dit, t'es pas la meilleure. On prend juste les meilleurs. Ça m'a fait mal. Mais c'est correct de recevoir des noms, c'est important. C'est important parce que ça, ça fait face à la réalité. On ne va pas toujours recevoir des oui dans la vie. Lorsqu'on reçoit des non, je ne sais pas, des peut-être, ça peut faire mal. Et ensuite, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais rebrousser les manches et encore une fois, me forcer. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allée étudier dans un autre certificat pour remonter mes notes encore dans un domaine connexe. J'ai étudié un certificat en gestion de projet. J'ai eu encore une mention d'excellence. Là, j'ai appliqué une troisième fois. Là, on s'entend, les années ont passé. Et puis par la suite, qu'est-ce que vous croyez que ça a donné? Eh bien, finalement, j'ai été acceptée en maîtrise et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, ben, j'ai atteint mon objectif d'aller en maîtrise, mais entre-temps, plusieurs années se sont passées et je me rendais compte que j'apprenais plus rien et lorsque j'apprenais plus rien, je suis allée voir mon prof et je lui ai dit: «J'apprends rien parce que je l'ai appris au travail». Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté le programme à la maîtrise et je suis allée dans un autre programme. Et donc, on peut voir sur la photo à la page 11 que finalement, ben, j'ai fait ma maîtrise en ingénierie également et que j'ai finalement gradué. Mais ça a pris vraiment plus de temps. Mais c'est correct parce qu'entre-temps,
j'ai appris d'autres choses. C'est vraiment beau parce que ça demande de la patience, ça demande d'accepter que malgré le fait qu'on ait des objectifs, ben, qu'il y a des choses qui peuvent survenir, puis d'accepter le fait que c'est pas exactement comme on a pensé, mais l'idée là-dedans, c'est de jamais lâcher, en fait, de persévérer, c'est d'y croire. Tu parles des dessins aussi, tu dessines tes projets, ce que tu veux atteindre. Puis es-tu fier du parcours que tu as vécu, qui n'était pas ton plan initial, là? Aujourd'hui, C'était, c'était vraiment pas le plan initial, mais j'ai tellement appris d'autres choses. Entre-temps, j'ai appris des nouvelles langues de programmation. Euh, Aujourd'hui, avec le travail que je fais comme associée en intelligence artificielle, comme exécutive, les gens, qui me connaissent au travail, jamais ils se sont dit, hey, écoute, on savait pas que tu avais eu de la misère au niveau de l'école avec tout ce qui était arrivé. Mais vous savez quoi? Ça fait en sorte que les gens le partagent aussi. On veut pas le partager nécessairement à tout le monde, mais en démocratisant l'échec, mais il y a d'autres personnes qui sont venues m'en parler puis m'ont dit, écoute, moi aussi, ça m'est arrivé. Puis Ben moi aussi, je oui. suis passée à travers de ça. Ben oui, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas personne qui, à un moment donné, vit pas cette situation-là. Alors, ta force, c'est comment t'en sors, puis que t'en sors gagnant. Dans ton livre, Coder son destin, que j'ai juste ici, ben, tu parles de la règle des 24 heures qui peut nous aider dans ces situations-là. De quoi il s'agit, Ravi? Pour moi, le 24 heures, puis ça peut être plus que 24 heures pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est je dois vivre mon émotion. On en a parlé tantôt, comment je me sentais. Ben, c'est clair qu'avec tout ça, je me sentais proche d'un un 2, un 3 à peu près, mais c'est de dire, ça va pas bien. Je sais pourquoi. Et des fois, ça arrive qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est de prendre le temps. Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi j'ai de la peine? Et ensuite de juste vivre mon émotion. Et par la suite, de prendre conscience que j'ai mal, de savoir pourquoi j'ai de la peine, ou qu'est-ce qui me dérange, ou qu'est-ce qui me fâche. C'est d'apprendre à se connaître aussi. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour rebondir, pour continuer? Dans cette situation-là, ça m'a pris du temps. Il y a peut-être des personnes, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais c'est aussi de se dire, c'est correct. C'est correct, puis il y a d'autres chemins. Je vais apprendre d'autres choses. Vis ton émotion et par la suite, c'est comme ça que j'ai pu rebondir rapidement. Ben, rapidement, avec un certain nombre de temps. Donc, toi, tu te laisses 24 heures à partir du moment où tu dis, gars, je suis en train de vivre cet échec-là ou cette situation-là, tu identifies ton émotion, puis là, tu te laisses 24 heures pour te faire une idée, pour passer à l'action autrement. 24 heures, c'est juste l'émotion. OK. Juste l'émotion. Puis des fois, ça arrive que ça prend plus que 24 heures, dépendant c'est quoi. Mais ensuite, de vivre l'émotion me permet de passer ensuite à une prochaine étape. Pour un jeune qui vit ça, par exemple, un échec, ah, j'ai pas eu la note que je voulais ou je passe pas tel cours, euh, c'est de se laisser la chance de laisser retomber ça pendant 24 heures. Tu sais. Est-ce que c'est aussi d'en parler, j'imagine, avec les gens qui nous entourent, ou on garde ça pour soi? Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Oui, d'en parler. Puis il y a un moment donné que moi, j'avais même la misère à en parler parce que Mhm. j'avais trop mal avec le deuil de ma copine. Et donc, c'était de se dire, OK, je dois le vivre en premier. Après, je vais être capable d'en parler. Puis j'écoute de la musique. La musique, pour moi, m'aide Ah. énormément. De l'écrire aussi, d'écrire mes émotions et comment je vais si je suis pas capable d'en parler tout de suite à quelqu'un. Puis juste que ça soit des lignes, un dessin, des mots, pas obligé d'écrire des super longues phrases. C'est correct si vous voulez écrire des longues phrases aussi, mais aller chercher de l'aide. Donc, je suis allée chercher de l'aide par la suite. J'en ai parlé avec mes meilleurs amis. J'en ai parlé aussi avec mon prof à l'université pour qu'il comprenne aussi ma situation, que je ne pouvais pas lâcher, mais j'ai mal. Mhm. Ben, justement, c'est ça dont on va parler dans le prochain bloc. Comment on fait pour demander de l'aide? L'importance du réseau. Des fois, ce qu'on vit, c'est difficile, mais ça devient tout à coup plus facile et aidant lorsqu'on va chercher justement de l'aide, du soutien de nos proches. Et on a demandé aux jeunes leurs trucs pour demander de l'aide, justement. On les écoute, puis on revient avec toi. Quand j'ai besoin d'aide, je vais demander à mon entourage, comme mes profs, ma famille, puis des personnes de confiance. Quand je demande de l'aide, je demande surtout à mes parents ou mes amis proches parce que c'est ces personnes qui comptent pour moi et c'est eux qui vont me donner des bons conseils pour avancer et pour me relever. Je vais souvent voir mes professeurs.
Mettons, pour les questions, m'assurer que j'ai plus confiance en eux. Puis souvent, ils trouvent une solution pour que je réussisse à avancer. Quand j'ai avoir des difficultés, je parle souvent à ma mère pour parler de mes défis ou mes problèmes. Et pour les gens qui ont peur de parler sur demander l'aide, vous n'êtes pas seul. Tout le monde a des défis et c'est pas un problème de parler de ça. Je pense qu'il faut faire preuve de courage parce que si tu ne demandes pas d'aide, tu vas avoir de la misère à faire plus de choses. Avoir un entourage qui nous motive, qui est là pour nous lors des moments difficiles, puis avoir des gens en qui on a confiance autour de nous, ben, ça peut être la petite chose de plus qui va faire qu'on va réussir à parvenir à nos rêves. Une personne de confiance, c'est une personne dont tu te confies beaucoup, que t'as pas vraiment peur de dire qu'est-ce que tu penses à cette personne et genre tu sais que cette personne elle va pas te juger sur qu'est-ce que tu penses, sur tes rêves. Ils vont t'encourager jusqu'à temps que tu réussisses. Quand il y a quelqu'un qui me vient en aide, ça me soulage parce que je me sens comme beaucoup écoutée, puis c'est ça, puis c'est tout le temps des personnes de confiance aussi. Ça fait en sorte que je réussis mieux, puis je me sens mieux, là. Bonjour Ravi, je me posais une question en fait. J'ose pas demander de l'aide. Comment on fait quand on est gêné? Merci pour ta question, Ellie. Je peux comprendre tout à fait ce que tu vis dans ma culture et comment j'ai vu mes parents et mes cousins grandir. C'était rare que les gens demandaient de l'aide, à part pour des choses très faciles ou quand ça allait vraiment, vraiment mal. Mais entre-temps, tu sais, ça va pas toujours super, super mal, mais c'était de se dire comment est-ce que je fais pour aller demander à quelqu'un ou avoir le réflexe ou quand est-ce que je m'en vais demander à quelqu'un. Donc, dans l'environnement dans lequel j'étais mal à l'aise et même avec cet aspect culturel-là, je me suis dit, mes parents sont passés à travers des événements pires dans leur vie. Donc, moi, devenir avec mes problèmes, mais j'avais pas envie. Est-ce que c'est des problèmes? Oui, c'est des problèmes parce que c'est relatif. Et c'est ça, j'avais ce malaise-là. C'était pas naturel, mais ça a pris un certain nombre de temps. Cependant, j'étais très à l'aise de le partager avec mes meilleurs amis. Et puis eux autres ont fait du mieux qu'ils pouvaient aussi. Donc, eux autres m'ont écouté, ont été présents. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de mes enseignants. Donc, exemple, j'ai de la misère à l'école, j'ai de la misère en français, ben, j'allais voir mes enseignants. Donc, je posais des questions. Et puis, ça m'est arrivé à un moment donné où est-ce que j'étais gênée de poser des questions. Alors, j'attendais à la fin ou j'allais entre les pauses pour demander ces questions-là. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est de se dire, j'étais dans une situation aussi précaire, c'est-à-dire que je devais travailler en même temps. Donc, en parlant avec un conseiller pédagogique, mais qu'est-ce qui m'a fait réaliser aussi, c'est que je pouvais demander des prêts bourses. Donc, le prêt, c'est quelque chose qui m'a aidé, puis qui m'a donné du lousse également. Pas être obligé d'être aussi serré, pas obligé de faire autant d'heures au travail. Et donc, il y avait plusieurs cheminements que je ne connaissais pas et que j'osais pas trop demander. Donc, demander à quelqu'un, même si elle n'a pas la réponse, qui va me référer à une autre personne, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, au niveau des enseignants, au niveau des psychoéducateurs, au niveau des parents, au niveau de nos amis. Tu sais, quand tu parles, Ravi, là, j'ai l'impression de voir que tu racontes, c'est comme s'il y avait un ballon qui se gonflait, puis la pression tout à coup qui augmente parce qu'on a des objectifs, on veut atteindre tel ou tel objectif, et là, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et puis là, la pression augmente. Quand on va chercher de l'aide, c'est comme si ça faisait dégonfler la pression un petit peu, de dire, ah ben, moi j'ai quelque chose pour toi. Dans ton cas, ça a été les ressources financières, ça t'a aidé, ben, il existe des prêts et bourses, donc ouf, on va enlever un petit peu de pression. Si tu parles à une amie, ça fait du bien. Tu es allé voir plusieurs ressources autour de toi. Donc, c'est peut-être à regarder autour de soi. Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est plus un enseignant? Est-ce que c'est le TES qui est là, qui peut m'aider à diminuer ce ballon-là, cette pression-là que je vis en ce moment là, pour m'aider à m'accrocher, puis ouf, à reprendre le dessus? Hein, Oui, c'est un peu puis ça. aussi, je savais depuis que j'étais au secondaire que je voulais voir un psychologue. Donc,
je me suis dit: «Je veux être la meilleure version de moi-même. Je vis des situations difficiles, puis j'ai envie de faire affaire avec un professionnel». J'ai ce côté analytique-là chez moi, mais même si je l'avais pas, c'est que je veux mieux me comprendre et mieux me connaître pour être capable de devenir aussi la meilleure version que j'étais hier. Donc Mmh. c'est comme ça que j'ai consulté aussi un psychologue, puis des fois, moi, je pensais que ça allait cliquer tout de suite dès la première rencontre, mais ça prend du temps. C'est une Oui. relation aussi professionnelle avec, le psychologue pour avoir confiance. C'était un travail que je devais faire à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, Ravi, là, on te voit partout dans les médias, tu es très présente, tu sembles quelqu'un de confiant. Étais-tu quelqu'un de timide, plus jeune? Tu sais, est-ce que tu as bâti ton estime de toi tu sais, en surmontant tu sais, les obstacles, les défis et tout, en avançant dans la vie? Est-ce que tu as Oui, cette j'ai eu impression-là? Oui. j'ai eu plein d'obstacles. Moi, je trouvais que c'était très difficile d'avoir confiance en soi quand tu parles pas la langue puis tu es même pas capable de communiquer. Ou quand je commençais à comprendre le français, eh bien, ben, mon français était pas super. Je comprenais pas, c'était pas la même culture, c'était pas les mêmes mœurs. J'ai dû apprendre. Et puis, c'est là que c'est venu avec le temps. Puis, je tiens aussi à vous présenter, vous partager une photo qui est à la page 14. C'est que je suis allée chercher également des personnes qui étaient différentes de moi, c'est-à-dire mes amis, je les adore, mais aussi on n'a pas toujours des des sujets que je vais autant apprécier qu'eux et vice versa. Donc j'ai été à des événements, rencontrer plein de personnes, rencontrer des inconnus, même si j'étais timide. Donc ce que vous voyez, c'est des cocardes, c'est-à-dire lorsque je m'en vais à des événements, on me donne une carte avec mon nom et puis c'est comme ça qu'on est capable de voir. Là, vous voyez pas le côté, mais ça pèse au moins 5 livres sur moi. J'ai été à des centaines et des centaines d'événements pour apprendre à connaître des nouvelles personnes qui aimaient aussi des sujets comme l'intelligence artificielle, comme les technologies, la gestion du changement, la psychologie, sur plein de sujets différents. Mais c'est aussi de sortir hors de sa zone de confort des fois. Et quand j'allais dans ces événements-là, ben, là, j'étais vraiment gênée. Je savais pas à qui parler. Alors, je me suis donné un objectif qui était, faut que je parle au moins à une personne. Je vais aller à côté de soit le café ou prendre un jus, puis je vais parler à la personne. Ça va être simple comme ça, mais ça a commencé des discussions. De fil en aiguille, mon réseau s'est agrandi et vous pouvez voir sur les autres pages, à la page 15, j'avais commencé le bénévolat quand j'avais 11 ans et ça, il y a 1 an et demi de ça. Là, ça, c'est la gang avec qui, je travaille, avec l'OBNL Héros de chez nous et des bénévoles à un événement. C'est important de s'entourer et c'est correct que ça soit différent parce que j'ai pas les mêmes amis pour tout faire. M'entourer des personnes qui sont diverses, comme à la page, par exemple, 16, ça m'a permis de comprendre un autre réseau. Ça, c'est où est-ce que j'étais présidente du jury pour les prix des femmes d'affaires du Québec. Donc, c'est des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes professionnelles, des femmes qui sont solopreneurs. Donc, c'était toutes des personnes que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître avec le temps. Ou à la page 17, je me suis dit, pour moi, c'est important, les femmes en technologie, et donc de supporter d'autres femmes en technologie, en ingénierie, en mathématiques et en sciences. Donc ça, c'était à Radio-Canada. Et puis finalement, vous voyez à la page 18 un projet où est-ce que, Frédéric, tu l'as mentionné, le livre, mais ça fait même pas encore 1 an où est-ce que j'ai sorti un livre et Coder son destin, où est-ce que tous les fonds vont pour les jeunes en intelligence artificielle en termes d'éducation. Puis les personnes que vous voyez sur cette photo-là, autres que ma famille, c'est toutes des personnes que j'ai appris à connaître avec le temps. C'était pas du jour au lendemain, mais ça a pris un certain temps, puis c'est comme ça que mon réseau s'est agrandi. Hey, c'est beau de voir Ravi qui était toute petite, issue de l'immigration, qui arrive, qui parle pas un mot français, qui tout à coup a un livre comme ça, a réussi à rencontrer un tas de gens comme ça, puis à grandir. Félicitations. Euh, pour terminer ce bloc-là sur l'importance du réseau, qu'est-ce que tu aurais à donner comme truc à quelqu'un qui dit, garde, moi, je suis ça, là, je suis cette personne-là qui est timide, je sais pas comment approcher les gens pour demander de l'aide. As-tu une phrase, un truc là, à leur donner? Moi, je vous avoue que d'être à côté du jus, du café, de l'eau, du thé, pour moi, ça m'a permis de casser la glace ou tout simplement de demander, tu sais, pourquoi ils sont à cet événement-là ou qu'est-ce qu'ils aiment, mais d'apprendre à connaître la personne avec quelque chose de super simple. Des fois, c'est juste: «Ah, oui,
tu portes un chandail bleu, moi aussi. Ou t'aimes les mathématiques, moi aussi. Donc, quelque chose d'aller chercher simple. On n'est pas obligé de chercher compliqué. Quand je cherchais quelque chose de compliqué, je restais dans ma tête. Puis ça tournait, ça tournait, ça tournait, puis je ruminais, c'est-à-dire que ça allait tout le temps dans la même direction, c'était une spirale. Mais quand c'était quelque chose de aussi simple que le café, la nourriture, les lunettes, de manière très simple, le sujet, donc de sortir hors de sa zone de confort ou de regarder des gens, de sourire aussi. Ça, sourire, ça a permis aussi de casser la glace. Donc, des petits éléments, on n'est pas obligé d'aller chercher super loin, mais au moins de tendre la main ou juste un regard ou d'un sourire, ça fait une différence. Oui, puis de le dire tout simplement, je comprends pas, j'ai besoin d'aide, peux-tu m'expliquer? Tu sais, les gens Je qui suis mal sont à là l'aise, je aussi. suis gênée. Moi, je dis, écoutez, je suis un peu stressée, je suis gênée, ça se dit. En fait, le fait de poser ces questions-là, de le mentionner comme ça, c'est le cumul de tous ces petits moments-là que tu as fait dans ta vie, Ravi, qui ont fait en sorte que tu as choisi ta vie, tu as dessiné ta vie. Puis c'est ces réponses-là qui ont fait que ça t'a nourri tout au fil de ton parcours, puis qui amènent les résultats qu'on peut voir aujourd'hui. Puis c'est pas terminé, hein? Puis des fois, il y a des gens qui voulaient pas me parler, mais ça va arriver, les non Mmh. ou les peut-être, puis c'est correct. Je vais parler à une autre personne. Mhm. Maintenant, Ravi, pour le dernier bloc, on va se donner le droit, pardon, de rêver. Parce que tout le monde à qui on parle en ce moment, vous avez peut-être des rêves, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre. Puis peut-être que c'est pas clair pour vous non plus. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Mais en ce moment, j'ai goût de quoi? Peut-être que ça, c'est plus clair. Alors, on a demandé la question aux jeunes, on leur a posé la question sur leurs rêves et comment ils comptaient réaliser ces rêves-là. On les écoute, puis on revient avec toi, Ravi. Les personnes qui m'inspirent sont mes parents, parce que depuis que je suis petite, je sais qu'ils se sont toujours battus pour moi, pour ma famille. Ce sont des personnes qui sont très travaillantes, qui n'ont jamais arrêté. Ma mère, par exemple, et mon père, du coup, ils sont venus au Canada quand j'avais seulement 2 ans. Ils ont tout quitté pour changer de pays, pour venir ici. Ça a pris beaucoup de persévérance. Donc ces personnes m'inspirent beaucoup parce qu'ils me montrent l'exemple, ils me montrent quoi faire. Ils me montrent en fait comment mettre les efforts pour arriver à mes fins. Et je pense que c'est grâce à mes parents, justement, que je vais pouvoir réussir à réaliser mes rêves, à apprendre et à évoluer. Moi, c'est ma mère. Elle est toujours là pour me motiver, quand ça va bien ou quand ça va mal aussi, parce qu'il faut, il faut aussi célébrer ce qui va bien. Je pense que les qualités pour réaliser ses rêves, c'est avant tout la persévérance, parce que c'est clair que tu vas échouer. Au début, ça va être un peu dur, mais il ne faut pas t'arrêter là. Parce que souvent, dans la vie, on se met des limites, mais c'est ça qui nous empêche de vraiment réaliser nos rêves. Après ça, il y a la consistance. Il faut vraiment faire des efforts assez souvent et t'engager. Il faut entretenir nos rêves. Il faut pas, à chaque fois que quelqu'un arrive, se laisser influencer, se dire que c'est pas possible. Il faut y croire, puis un jour, on va réussir à les accomplir si on y croit. J'aime l'architecture. Ça m'inspire beaucoup. Penser que peut-être dans un futur, je pourrais le faire, c'est un de mes rêves. Je crois que les meilleures qualités pour parvenir à ses rêves, c'est beaucoup de résilience. Le meilleur, c'est de jamais abandonner. Parce que même s'il y a des gros moments difficiles qui arrivent, par exemple, t'échoues ton examen, ça veut pas dire que c'est la fin du monde et que tu vas pocher ton année. Comment je vais réaliser mes rêves? Honnêtement, je travaille 2 fois plus. Je travaille 2 fois plus que les autres, tout simplement. Une personne qui réalise ses rêves, c'est une personne qui est tenace, qui va continuer malgré les embûches puis les obstacles. Elle va croire en elle, elle a une bonne estime de soi. Salut Ravi, moi c'est Romane. Toi, comment t'as fait pour croire en tes rêves? Merci pour ta question, Ramal. Je vais vous partager une vidéo en même temps. Et puis, les rêves, pour moi, je savais même pas que je pouvais rêver aussi haut et aussi grand. Mes rêves étaient plus limités par qu'est-ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire, ben, je veux faire en sorte de devenir non seulement mathématicienne, mais je veux plus nécessairement vivre dans cette précarité-là. Donc, je pensais aussi à ma famille, à mes parents. Et donc, pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, il y a plein de personnes aussi qui m'ont dit, puis Romane, tu l'as bien dit également, d'entretenir ses rêves, c'est important. Et d'autres personnes aussi l'ont mentionné, la consistance, l'effort. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Plusieurs personnes m'ont dit aussi que j'allais pas réussir et qui ne croyaient pas en mes rêves. Mais ceux-là, il ne faut pas les écouter parce qu'il va toujours avoir des personnes qui sont plus sceptiques, qui peuvent avoir des commentaires qui sont négatifs.
mes rêves, c'est les miens. Je vous dirais que aussi, c'est de se dire pourquoi? Pourquoi et quels sont mes objectifs et comment est-ce que je vais y atteindre? Donc, ce que j'ai fait à travers le temps, c'est de dessiner. Je crois que je vous ai partagé ça au début. J'ai dessiné mes rêves. Même si c'était pas exact, je savais pas exactement où est-ce que ça allait aller, mais c'est normal, il faut le mettre à jour, il faut l'entretenir. Donc, je m'étais dit, pour vous donner un exemple, que j'aimerais ça, avec Héros de chez nous, j'aimerais ça éduquer les élèves en intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à partager le message. J'ai commencé ça en 2017. J'avais aucune structure. J'allais après le travail, j'allais durant le week-end. Mais de fil en aiguille, je me suis dit, il faut que ça devienne plus gros parce que je peux plus le faire tout seul. Puis je veux continuer aussi à faire ma job en intelligence artificielle. Et donc, j'ai créé l'OBNL. Donc, j'ai créé Héros de chez nous. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est de se dire, même avec l'équipe, on n'est pas capable d'aller partout. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un dessin que j'ai fait parce que je me suis dit, un jour, je vais créer une web série éducative sur l'intelligence artificielle parce que je suis pas capable d'aller en Côte-Nord, en Rimouski, à Sept-Îles, puis je veux que tout le monde ait accès. Et je vous avouerai que les premières versions que j'ai effectuées, pour une vidéo de 1 minute, imaginez-vous que ça m'a pris 8 heures. 8 heures de tournage pour 1 minute. Et c'était long, c'était périlleux, mais j'ai appris de fil en aiguille, après 8 ans, parce que ça fait maintenant 8 ans que ça existe, j'ai eu une première saison. La première saison, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, on était beaucoup de bénévoles et finalement, ça a été accepté pour être sur Télé-Québec en classe avec des guides orthopédagogiques gratuits. Ça s'appelle Pause Techno IA, les métiers du futur et aussi sur la télévision franco-ontarienne, TFO, Idélo. Puis là, à ce moment-là, même les gens ont dit, mais pourquoi tu veux que ça aille sur ces plateformes-là? Tu vas pas réussir. Mais moi, je les ai pas crus, je les ai pas écoutés, puis j'ai continué à avancer, avancer et avancer. Écoute, Ravi, on va regarder un extrait en primeur. Cette web série-là, elle sera diffusée à la mi-mars, quelque part, sur Télé-Québec. On regarde un extrait tout de suite. Hello! Aujourd'hui, on est avec Lucas, Laurence et Mishmaël et on va parler de se nourrir. Ce serait quoi l'affaire la plus crazy qu'on pourrait cook up live, que genre on pourrait inventer avec le AI? Où tu peux prendre une photo de ton frigo, mettons, avec tous les ingrédients, ou donner une liste d'ingrédients, puis tu vas faire une recette. Wow! Ça, c'est la saison 2 qui s'en vient en mars. Imaginez-vous que, puis Frédéric, tu sais, moi, je suis pas productrice exécutive, je suis devenue productrice exécutive, Oui. scénariste. J'ai travaillé avec Baldwin Studio et donc toutes les personnes qui n'avaient pas cru en moi, c'est pas grave. Maintenant, j'ai une web série avec des influenceurs, des compagnies en technologie ici qui font de l'intelligence artificielle avec Wow! des gens au niveau postsecondaire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Bravo, ça semble génial vraiment pour faire un jeu de mots avec le nom de ta série aussi. En terminant, Ravi, il nous reste 1 minute. Peut-être les messages clés à retenir de la conférence d'aujourd'hui, ce seraient lesquels? Pour moi, je vous dirais, la thématique de cette année, c'est autour de la santé mentale et à un moment donné ou l'autre, là, puis ça c'est un cycle, ça revient. On vit des hauts, on vit des bas, c'est tout à fait normal. J'en ai vécu, je vais continuer à en vivre. Hésitez pas à aller chercher de l'aide. Moi, c'est qu'est-ce que je vous partage aussi parce que je l'ai vécu également. Pour moi, ça a été très important à travers mon parcours. Des fois, on pense pas nécessairement non plus à nos enseignants ou nos amis ou les conseillers qui sont autour de nous, les psychoéducateurs, et j'en passe. Il y en a tellement. Le corps enseignant est présent pour nous aider, pour nous supporter, mais c'est aussi de continuer. Dites-vous que pour atteindre les objectifs, ben, c'est normal, c'est une succession d'échecs. On va vivre échec après échec après échec pour vivre des succès. Et avec les hauts et les bas, on vit des émotions. Donc, moi, j'utilise toujours mon échelle, puis de comprendre aussi les personnes qui sont autour de moi et de rêver haut et fort et oser rêver haut et fort.
On rêve à l'échelle 10, à l'échelle 150% avec toi, Ravi. Merci infiniment pour ces beaux messages, cette belle conférence. On continue à te suivre, à te voir progresser dans tes rêves. Ça nous inspire. Merci d'avoir dit oui, d'être porte-parole des JPS en Montérégie cette année, Ravi. C'est un honneur. Merci. Alors, mes prochains remerciements vont à vous. Merci encore une fois aux enseignants, aux intervenants. Merci à vous, les élèves. Si vous avez goût de revoir ça, de partager la diffusion de cette conférence-là, eh bien, cet après-midi, ce sera disponible en rediffusion sur cette même plateforme. En haut, à droite, il y a un bouton rediffusion. Et encore, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Pôle Réussite Montérégie et ça sera disponible également là. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous inspire. Continuez à persévérer pour atteindre vos rêves, vos objectifs. Merci d'avoir été là et bonne semaine des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. À bientôt.